Bonjour et bienvenue Clémentine Célarié. Nous sommes ici pour la présentation du film Pierre et Jeanne. Je suis Bruno Châtelain et je suis ici parce que j'aime son film et je le défends et j'aide son producteur Mathieu Rubin de la société de production Sasia qui a produit le film et qui a choisi, c'est une très très bonne chose, de travailler à Cannes, d'utiliser le pouvoir de networking, de rencontres, des opportunités pour commencer à préparer la sortie du film. Donc c'est une des premières présentations du film. Avec Mathieu, on a pu organiser quelques projections. Et donc Clémentine est ici, va nous en parler. Comment s'est passée votre arrivée à Cannes et la rencontre avec les gens qui ont vu le film et qu'est-ce que vous attendez de Cannes? Ce qui est intéressant, c'est de venir pas comme actrice, Oui. mais comme réalisatrice. Parce que c'est quelque chose c'est mon bébé, mon Ouais. film. Donc tu vois, je suis plus détendue que quand je viens que pour me faire belle et là au moins je viens pour quelque chose que je veux partager, pour quelque chose qui me tient très à cœur. Ce film me tient énormément à cœur. Effectivement, Mathieu a produit ce film à Étretat on a tourné il y a 2 ans, c'est ça Mathieu, enfin un an et demi pardon, à la fin du confinement. C'est un film qui a été fait grâce au Covid. Ouais. Il y a des choses qui ont été faites aussi grâce à... Et alors être ici à Cannes, c'est magique, c'est un peu comme, alors que j'ai quand même de la maturité, que je suis actrice depuis un moment, j'ai toujours cette espèce d'émerveillement et de peur, de sensation de ne pas faire partie de ce métier, tu sais. Ah oui? Mais oui, de trac, d'émerveillement. Quand j'ai vu Tom Cruise, on l'a vu avec Mathieu hier, quand on allait voir le film d'Omar Sy, que j'ai énormément aimé, qui s'appelle Tirailleurs. Quand tu vois Tom Cruise, moi j'adore Tom Cruise, je trouve génial tout ce qu'il a. J'aime beaucoup son implication dans les films, totale et absolue, et je trouve que c'est un émerveillement pour moi. C'est toujours un émerveillement, et comme si je n'étais pas partie de ce métier, tu vois. Mais j'en fais partie, et là j'apprends maintenant en tant que réalisatrice justement à parler de mon travail, quoi. C'est-à-dire à parler de ce que je veux faire. Parce que quand tu es acteur, tu sers quelque chose, tu sers tu ne sais pas ce que ça va devenir le film à la fin. Alors que quand tu réalises, tu sais ce que tu veux que ce soit en tout cas. Tu vois, donc il y a un truc que tu contrôles plus et c'est plus apaisant. Je trouve. Ouais. C'est plus... T'es pas là pour plaire, si tu veux. Tu es là pour dire je fais ça. Et voilà. Et ce qui est génial, moi j'ai quand même la chance d'être avec un producteur qui m'a pris une super chambre d'hôtel. On est à quelqu'un. Non mais je parle de ça, c'est très important parce que il y a quelqu'un qui s'occupe de nous, c'est un chauffeur qui le fait. Tu vois, enfin on est protégé. Mathieu me protège aussi. C'est avec lui que j'ai monté les marches pour le film d'Omar Sy. Et puis j'ai la chance de connaître. Je connais Omar, c'est un ami. Je connais sa femme Hélène. Donc on était accueillis hier comme si on était de la famille par eux pour leur première de Tirailleurs et ensuite enfin voilà, comment te dire, c'est très important quand on va à Cannes d'être avec quelqu'un qui est ton complice et qui te soutient et qui est bienveillant comme Mathieu l'est et toi aussi bien sûr, mais tu vois et puis aujourd'hui de rencontrer toutes ces personnes. C'est vrai que Mathieu m'avait dit que Taïwan, les gens m'aimaient, mais si tu veux, moi, quand j'ai vu qu'il y avait un monsieur de Taïwan qui m'aimait, des gens de la Pologne, qui me connaissent, ça c'est extraordinaire, Mais qui disait qu'on t'adorait là-bas. Enfin, ça fait toujours plaisir. Mais je crois que c'est aussi, enfin, le Festival de Cannes, pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, il n'y a pas tellement de gens qui savent, enfin, à part les gens de la profession, il n'y a pas tellement de gens qui savent qu'il y a le festival, il y a le marché, il y a les émotions, ce que tu décris quand on monte les marches rouges, les marches, le tapis rouge, c'est vraiment un truc. Alors c'est Cannes, c'est-à-dire qu'il y a des téléphones qui sonnent tout le temps. On est là donc sur la terrasse
de quelqu'un qui nous aide et qui nous soutient, mais tout peut arriver, ce que je veux dire. Oui. Cannes, c'est le monde C'est des vrai. possibilités, C'est vrai, tu as raison. où les choses se font aussi par Tu as hasard. raison, tu as Vous raison. savez, le film d'Omar était un moment qui a été formidable pour toi, parce que ça te permettait de... Donc les choses... De le revoir lui, de Voilà. découvrir un beau film, de rencontrer Valeria Golino, que j'adore, que je trouve une femme incroyable, une actrice extraordinaire. J'ai rencontré aussi Benjamin Biolay, qui est pas désagréable non plus, et que j'aime beaucoup. C'est intimidant, et c'est beau d'être intimidé. Et puis, non, puis avec Mathieu, on était... c'est vrai qu'on était un peu comme deux enfants, quoi, tous les deux. C'est votre bébé, hein. Ben oui, ben c'est ça, c'est notre bébé. Et du travail, voilà. donc Ouais. c'est un moment important, mais c'est aussi ce potentiel de business, c'est-à-dire ce lieu où Mathieu cherche donc à trouver le passeur de ton film, le distributeur, le celui bon, qui va mettre ses tripes sur la table et dire voilà, je vais bosser pendant 6 mois, on va trouver une sortie à l'automne. Parce que c'est à peu près là où on en est, et qui va accompagner en travaillant sur la bande son, la bande annonce, l'affiche, et tout ça, quoi, tout ça, toute la communication. Cannes, je cherche le nom d'un. Je t'écoute. Hein. Cannes, oui, on cherche. Non, je cherche le nom de quelqu'un que j'ai croisé aussi et qui était extraordinaire. Mais je t'écoute. Ce qui est sympa aussi, c'est que Cannes, ce qui est sympa, c'est quand tu es comédienne comme toi, tu recroises aussi beaucoup de gens que tu n'as pas forcément le temps de voir à Paris. Non, voilà, et absolument. Ça te remet dans une dynamique qui est différente. Oui, et il y a aussi des gens, au bout d'un certain nombre d'années, dont tu sais qu'ils t'aiment parce que profondément ils comprennent ce que tu veux faire. Oui. Et ça, c'est chouette parce que hier, je cherchais son nom, c'est pour ça que je prenais cet engin de malheur, qui est le téléphone, Kevin Desson. Kevin Desson qui travaille chez Disney maintenant, alors que j'ai connu... c'est un mec fantastique, il avait un enthousiasme, il travaille sur Disney Channel, il fait la programmation, enfin il s'occupe beaucoup de générer des projets, etc. Et c'est génial de recroiser des gens comme ça, que tu as connus. Moi, j'ose pas trop aller voir les gens du métier, parce que je travaille, j'écris, puis je suis un peu un ours. Ça se voit pas comme ça à l'œil nu, mais donc là, je suis obligée, quoi. Il y a mon agent aussi, Laurent Grégoire, qui est un agent fantastique, et voilà. C'est l'instantanéité, c'est-à-dire ils sont là, on les croise, Oui, on peut leur parler. Alors qu'à Paris, absolument, on tout va de suite. hésiter à téléphoner, Oui. oh je veux pas l'embêter, etc. Absolument. Mais donc ça, c'est formidable. Maintenant, il y a ces opportunités, il y a ces éléments de chance aussi, parce qu'un film, c'est aussi une série, un parcours. Ah, oui. Et par exemple, je suis très content avec Mathieu que dans les projections qu'on a organisées, la première projection, j'allais dire réelle, physique, hein, Oui, physique, ils n'avaient jamais eu autant de personnes dans la salle. Et Dieu sait si c'est compliqué à Cannes, alors qu'il y a 1000 films qui sont présentés, il y en a 100 en compétition, mais d'avoir une salle pleine, c'est impossible. Donc quand on a comme ça rempli un peu plus de la moitié, c'est génial. On a je ne sais pas combien de gens qui nous ont dit je veux voir le film. Il reçoit, ça c'est Mathieu qui reçoit des requests pour voir le film. Et on leur disait non, il faut attendre la projection. Le Festival de Cannes garde même dans les projections online cette espèce d'attente, d'envie. Oui. Un film, ça se désire, le moment où on y va, ça se désire. Et donc il y a je ne sais pas combien, une trentaine, quarantaine de gens qui ont dit je veux le voir, et on leur dit il faut attendre un peu. Voilà. Donc, de toute façon, les gens ne peuvent pas le voir avant la première projection. Oui, c'est ça. Voilà. Ça, c'est bien. Donc ça, on maîtrise. Ouais. Et alors, moi, j'ai envie, franchement, de vous entendre tous les deux. Enfin, Clémentine, ce film, ça a été une aventure incroyable. Ça a été une aventure un peu malheureuse parce qu'on a tous vécu cette pandémie. Pour nous, non. Quand même. Non, mais pendant le tournage, ça a changé plein de choses quand même. Voilà. Pendant le tournage, bon, enfin, on va pas parler du Covid. Non. On a déjà assez parlé comme ça. Non, ça a été une aventure extraordinaire. Donc voilà, le timing. Alors. Parce que j'avais participé à un film de Balthazar Reichert et avec Élodie Godard. On avait fait un film pour rien en Bretagne avec 3 bouts de ficelle qui s'appelle Mère. Mathieu nous avait filé 5 000 €. C'est un film qui a coûté 25 000 € à peu près. Un film, c'est... Et après, Balthazar Reichert me dit, mais le prochain, parce que le Covid continue, et il me dit, je dis, mais il faut encore faire un autre film. On n'en peut plus, là, il faut faire. Et on se dit, on appelle Mathieu par déontologie, c'est lui qui m'avait aidé. Et il me dit, fais-le toi. Parce que là, moi, ça faisait des années que je voulais réaliser un film. Mais
tu travailles, enfin je travaille, je ne dis pas que c'est pas du travail, mais je veux dire que j'ai tout le temps aussi des tournages ou des pièces, mais j'ai tout le temps quelque chose. Bon, et j'ai de la chance. Du coup, j'appelle Mathieu, et Mathieu me dit, je me souviens toujours, j'étais en Bretagne, et il me dit, ok, je suis partant. C'est Balta qui m'avait parlé de Pierre et Jean, de Maupassant. Et je lui dis, on fait Pierre et Jeanne. Tac, tac, j'avais beaucoup travaillé sur Pierre et Jean de Maupassant, donc je dis ça avec beaucoup d'humilité. Et à ce moment-là, quelques jours plus tard, je rencontre Mathieu, je le connaissais Mathieu, mais je vois Mathieu qui me fait rencontrer Gilles, le tir de prod, qui a été mon directeur de production, chez Elodie Balta, on est là, et ça s'est fait comme ça. C'était la confiance, je pense, de Mathieu dans ma projection, ma passion, parce que tout s'est fait par passion. Il n'avait pas encore lu le script? Non. Eh ben. Oui. Eh ben, bravo. Donc ça. J'avais lu le matin. Tu me l'as envoyé. Ah, c'est vrai? Ah oui. Tu me l'as envoyé le dimanche soir, je l'ai lu le lundi matin. Ah, d'accord. Et c'est là, et après on s'est vu. D'accord. Et alors, c'était incroyable quand tu es venu avec Gilles, parce que tout à coup, il y avait un truc qui faisait comme ça, et après, ça fait comme un tourbillon, je dirais comme plutôt un tourbillon de feu, une tornade. Ouais. Ça s'est allumé, alors évidemment, c'est mon film, je sais qu'il a les écueils d'un premier film, qu'il a sûrement, je ne sais pas, ici et ça, et mais il y a un truc, c'est que c'est la passion. C'est-à-dire que c'est la passion qui l'a fait exister. Balthazar s'est mis au cadre. J'ai eu un chef-op, Vincent Leborgne, qui est venu là par passion aussi. Et puis on a tous fait ça comme une espèce de troupe. C'est vrai que Mathieu parle souvent de... Parce que Mathieu, lui, il veut faire. C'est là où on s'est rencontrés. C'est que moi aussi, en fait. Parler, là, enfin je parle un peu parce que tu me poses des questions, mais parler, au bout d'un moment, moi j'en peux plus, si tu veux. J'ai envie de fabriquer. C'est le début, hein, tu vas voir. J'ai envie de faire. C'est une drogue. Moi, si je ne pouvais pas créer, je serais morte depuis longtemps. Donc là, on a retravaillé un peu le scénario. Voilà. Et puis petit à petit, on a cuté, on a raccourci, et puis ça s'est monté. Et puis tout à coup, on était à Étretat, et puis tout s'est fait. Et puis on me demandait, on posait des questions techniques, ça. Et puis je suis devenue... Mais j'avais réalisé 2 courts-métrages avant, heureusement d'ailleurs. Hein. Et puis après, il y a le casting, alors tout s'est fait, tout s'est avec beaucoup d'énergie, parce que je pense que la passion, c'est comme l'amour, c'est communicatif, quoi. Ouais. Et c'est vrai que mon film est un film féminin, ça c'est sûr. Maupassant était très féminin, très passionné, très dans le sentiment. Mon film est un film sentimental, romanesque et universel sur les secrets de famille, sur les trahisons, les mensonges, tout ce que peut générer un cadeau empoisonné et un mensonge. Voilà. Ouais, le film, ce que je trouve intéressant, c'est que c'était tout ce tourbillon, il est parti comme une étoile filante. Oui. Ça s'est allumé. Et ce qui était intéressant, c'est que c'est un film qui s'est fait sur les envies de tout le monde. Vraiment, tout le monde avait envie, et notamment, par exemple, le comédien principal. Oui, Loris Freeman. Qui, lui, au départ, lisait un autre rôle, et qui, même lui, a eu l'envie de faire le rôle principal. Oui, absolument. Et qui est venu comme ça, et ça a été toutes ces envies, de chacun qui ont donné ce truc Vincent avait envie de faire de la lumière, Elodie avait envie de jouer, toi t'as envie de réaliser, moi j'avais envie de produire. Et Loris est venu en disant, moi je veux être Pierre. On s'est posé la question et on s'est dit, est-ce que, d'un point de vue distribution et tout ça, est-ce que c'est intéressant d'avoir Loris? Et on s'est dit avec les toi tu m'as dit, on s'est dit, non, on cherche pas un comédien, on cherche Pierre. On s'en fout qu'il soit bankable et tout, puisque de toute façon, on doit rien à personne, on fait tout ce qu'on veut. Enfin, c'est toi qui m'as dit ça, et c'est chouette, parce que c'est une liberté, quoi. Et c'était son envie à lui qui a vraiment, ça s'est fait avec l'envie de tout le monde. Tout le monde est venu par envie et ça a été dingue. J'ai envie de poser la question à la comédienne. Comment est-ce qu'on gère le fait de cette espèce de dichotomie d'être à la fois devant, avec le métier classique qui est le tien, de jouer, avec cette justesse, et en même temps de penser à est-ce qu'il est bien en train de donner ta vision de metteur en scène, et après aussi comment est-ce que à ton avis le fait d'être actrice t'a influencé dans la façon dont tu demandais à tes comédiens de jouer? Comment? Oui.
beaucoup. Alors pour la première chose, c'est compliqué de gérer ça. Oui. J'ai appris, j'avais un excellent premier assistant qui s'appelle Dylan, qui était premier assistant pendant un moment de Mathieu Amalric, d'où la présence, l'idée de Mathieu Rubin, mon producteur, de demander à Mathieu Amalric et la générosité de Mathieu Amalric de venir, parce qu'en fait c'est Dylan qui le connaissait, et quand tu as un bon assistant sur le film, voilà, c'est déjà énorme. Ouais. C'est déjà le truc, c'est que de toute façon j'étais complètement schizophrène, parce que quand je filmais, Tom Cruise qui s'en va en hélicoptère, pardon pour le son. Mais c'est pas grave, c'est Cannes. Oui. C'est Cannes. Donc quand je filmais, si tu veux, quand je faisais les répétitions, j'essayais de me voir, mais je pouvais pas. Enfin, donc il faisait la doublure. Enfin bon, le prochain film que je ferais, je voudrais avoir quelqu'un qui sache mon texte. Enfin bon. Mais par contre, quand je jouais, jamais je ne pensais à quoi que ce soit d'autre que mon truc. Ah non, ça c'est pas possible. Enfin, peut-être qu'il y avait un tout petit Myriam, une petite Clémentine qui disait, mais c'était vraiment parce que dans un rôle comme ça, surtout il y a des rôles, des scènes assez tragiques, assez tristes, enfin dramatiques. Intense. Tu peux pas penser à autre chose. D'ailleurs non, et surtout avec ma partenaire Élodie ou avec Loris. Et puis moi j'aime tellement Maupassant. Je voulais dire que vraiment et ça on me l'a dit et je suis contente, on m'a dit que c'était fidèle à l'âme de Maupassant. On me l'a dit plusieurs fois dans les festivals, on a fait Angoulême, on a fait Croisic, tout ça. Et ça pour moi c'est très précieux ça, qui est cette espèce de petit trésor comme ça que Maupassant a. Ouais. On est sur et Philippe Huchon aussi, tu vois. Enfin, on est sur des. Il y a un monsieur qui m'a parlé tout à l'heure du charme discret de. Puis ouais, merci. Si tu veux, voilà, il y a des choses. Tout n'est pas dit, évidemment, c'est tout le but du truc. Alors après, et Loris Freeman qui joue dans l'opéra, je voulais dire ça sur OCS qu'on peut voir dans l'opéra, la série, et qui est un excellent comédien que je connaissais, Élodie que je connaissais aussi par rapport grâce à Mathieu. Enfin, je connais Mathieu grâce à Élodie Godard et après voilà, le casting s'est fait, c'est monté. Non, c'est schizophrène de jouer, mais c'est une habitude, quoi. C'est comme d'apprendre un très grand texte de Maupassant, tu travailles. Donc je saurais que ça me demande de la préparation plus quand moi je joue. Tu vois ce que je veux dire dans mon prochain film que de juste diriger. Mais oui, alors pour la deuxième question, oui, je suis très exigeante. Très, très, évidemment, mais comme pour moi, je le suis pour moi. Mais c'est compliqué, parce qu'à un moment donné, quand on tourne comme ça, on peut pas, il y a une limite, à un moment donné, on peut pas, on n'a pas beaucoup répété. On a répété dans des petits apparts, tout ça, tout était bien préparé, mais c'est vrai que moi, je veux aller loin dans le jeu. Alors, et qu'il y a des moments où c'est compliqué, mais ça fait partie du truc, quoi. C'est peut-être le prochain film, je me dis que je le préparerai plus, peut-être. C'était le sens de ma question, c'est que j'ai trouvé que l'ensemble, toutes les performances étaient remarquablement justes. Et merci, je leur dirai. Voilà. Mais d'abord, c'est agréable parce que c'est ça qu'on cherche aussi dans un film, c'est une belle histoire et interprétée avec de la profondeur. Et quand en plus l'actrice est derrière la caméra, il y a 2 casquettes et des complexités du tournage à cause des Covid et des trucs comme ça, je veux dire, bon, bravo. Merci. L'autre question que j'avais envie Juste le truc, ce qui était intéressant sur ta question de est-ce que en tant que réalisatrice, ton rôle d'actrice influe dessus, ce qui est intéressant, moi, c'est ce que tu m'as dit, à savoir l'inverse, de savoir qu'en ayant réalisé, maintenant tu ne joues plus pareil. Ah oui. À savoir que tu écoutes plus peut-être les demandes du réalisateur et que tu vas te dire plus, si on me demande ça, je fais ce qu'on me demande parce que je comprends pourquoi il me le demande, plus. Et ça, c'est vachement intéressant. Oui. Les deux se nourrissent, les deux se... et puis, comment dire,
il faut vraiment, vraiment se faire confiance. C'est-à-dire, il faut vraiment arriver à exprimer déjà ce qu'on veut d'un acteur, ou même du cadre. Alors, mon cadreur, c'est celui qui a réalisé Balthazar Reichert, Mère. Donc, lui, on est très complices. Il sait ce que je voulais, etc. Donc déjà, ça, c'est vrai que c'était super. Et Élodie, je la connais, parce que je l'avais aussi, elle m'avait demandé de faire la mise en scène d'un spectacle qu'elle n'a pas encore fait, mais qu'elle fera, parce qu'il y a eu le Covid. Mais voilà, et Loris, il savait aussi, on avait pas mal travaillé, donc il faut être super solide. Bon, moi, j'étais quelquefois très nerveuse, très tendue avant de commencer, parce que j'étais inquiète, si tu veux. Voilà, et puis j'étais inquiète de ne pas avoir ce dont je rêvais, ce à quoi je rêvais. Mais tu vois, et finalement je l'ai eu et je l'ai eu comme parce qu'il y a quelquefois des choses qu'on m'a dites sur certaines scènes, etc. Mais moi je voulais ça en fait, je voulais ces Maupassant, c'est exacerbé. Moi ça me plaît, parce qu'aujourd'hui, en dehors de certains cinémas américains ou asiatiques, certains films américains ou des séries, ou chez les Anglais, j'aime moi les choses exacerbées. C'est ça qui m'intéresse. C'est les grandes oscillations. Ça ne m'intéresse pas de faire un truc avec beaucoup de recul. Ça, non, moi je laisse ça à ceux qui savent faire ça. Alors, j'avais envie de t'entendre aussi sur cette passion que tu as de Maupassant. Oui. Alors, on l'a bien compris, tu as joué combien de pièces de Maupassant Non, j'en ai pas joué tant que ça. Je joue en ce moment Une vie, je suis en tournée, et ça va s'arrêter parce que je vais tourner une série cet été, donc je vais arrêter de tourner pour Une vie. Mais alors, Une vie, c'est une aventure. Je joue Jeanne, qui est l'héroïne de Une vie. J'ai fait l'adaptation. Et j'ai choisi de faire c'est parce que Une vie m'a amené aussi à Pierre et Jeanne. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui. Parce que quand tu joues, j'ai eu 140 dates de tournée, ce qui est absolument incroyable, depuis septembre. Et en fait, le fait de jouer ça tous les jours en tournée, à chaque fois une ville différente, je suis toute seule sur scène. La scénographie était d'ailleurs faite par Balthazar Reichert, qui est aussi peintre. Et en fait, si tu veux, tu as une falaise, je suis à Étretat. Et c'est Tom qui revient. Et en fait, derrière moi, j'ai des toiles, des tulles transparentes. Il y a toute une profondeur de décor. Donc, on part à Étretat. Je suis en costume d'époque. Et comment te dire, le fait de vivre ce spectacle, cette vie de cette femme. Qui passe entre 50 ans et 17 ans. Elle passe de se balader dans tous ces moments de vie, dans toutes ces joies énormes, ces attentes incroyables, la rencontre de son homme, l'homme qu'elle aime, alors qu'elle sort du couvent, qu'elle ne sait rien de la vie. Et puis ensuite, bam, elle est déçue, c'est dramatique. C'est le parcours d'une femme. C'est incroyablement moderne. Ouais. C'est incroyablement... rien n'a changé, si ce n'est que les filles aujourd'hui sont sur Internet et quelquefois font n'importe quoi, et que c'est une pseudo-liberté, si ce n'est que les femmes deviennent de plus en plus libres parce qu'on leur offre de plus en plus de rôles, mais qu'elles se les créent aussi, parce qu'il faut qu'on se crée aussi nos propres trucs, et qu'il y a tout un truc autour des femmes, et tant mieux. Mais je veux dire, et c'est normal, mais ce que je veux dire, c'est que... Et un jour, un journaliste m'a dit, Maupassant, c'est un des premiers féministes. Il m'a dit ça. Ce qu'il m'a dit, mais en fait, pour Une vie, pas dans Pierre et Jeanne, oui d'ailleurs, si, mais si, parce qu'il ne faut pas raconter. Ouais, mais d'une certaine façon, alors qu'elle est, bref, on ne peut pas parler, parce qu'on ne peut pas dire ce que c'est, mais alors que tout le monde connaît un peu l'histoire. C'est des choses dont on ne parlait pas à cette époque-là, ça on peut le dire. Oui, absolument. Voilà. Mais aujourd'hui, dans plein d'endroits, il y a plein de choses encore dans les familles qui ne sont pas dites, et même ce genre de choses qui sont racontées dans le film. Parce que c'est incroyable. Enfin, même moi, dans ma famille, je sais qu'il y a des choses qui n'ont pas été assumées, de choses que j'ai vécues dans ma vie amoureuse. Et bien, mes parents l'ont caché. Alors, ce que je voulais te dire, c'est que j'ai découvert Maupassant quand j'avais 16 ans. Oui.
maman m'a emmené voir un spectacle qui s'appelait Les Contes de la Bécasse. Et j'ai eu vraiment un choc en fait. Comme quand j'ai entendu du flamenco, je me suis dit je suis gitane. Parce que je pense que j'ai des vrais liens avec les gitans et le flamenco. Mais en fait j'ai vu ça et c'était tellement le feu, c'était tellement un feu ce spectacle, ça parlait tellement d'émotions, de situations drôles ou tragiques. Ou cocasses, ou amoureuses. Moi, je suis une grande amoureuse, si tu veux. Je vois les choses par rapport à ce prisme, comme on dit. Mais d'être amoureux ou pas de quelque chose, d'un film ou quelqu'un, mais en tout cas artistiquement, pour moi, j'ai besoin de tomber amoureuse de quelque chose que je vois comme objet artistique. Je ne peux pas analyser, dire ouais, j'ai beaucoup de mal. Enfin, je peux analyser quand même, je suis une grande fille, mais j'aime être bouleversée, tu vois, retournée comme une crêpe. Et en fait, là, c'est ça qui m'est arrivé. Donc, je ne sais pas si c'est Maupassant qui m'a donné envie de faire ce métier, ou si c'est... c'est fort. Tu vois, ben oui, c'est peut-être ça. Et parce que je me suis dit, waouh, parce qu'il n'y avait rien sur scène. Il y avait un mec, Gérard Guillaume, grand acteur, qui lisait avec un bouquin et une table, une chaise, tu vois, bon. Quelques éclairages. Bon. Sobre. Moi, une vie, c'est pas ça. Une vie, il y a un costume, il y a plein de lumière, ça bouge, c'est dans la tête. Bon. Mais voilà, donc Maupassant, ça a été un choc. Et puis après, je l'ai retrouvé dans des moments... je sais pas pourquoi. Il a toujours été là, en fait, tu vois. Et du coup, j'ai fait un spectacle, le premier, où je lisais. Je ne connaissais pas le texte. Et puis j'ai réalisé un court-métrage, La Tombe, avec Lambert Wilson, il y a à peu près 10-15 ans, qui est une nouvelle de Maupassant que j'ai adaptée. Et puis là, j'ai fait Une vie, et Une vie a été interrompue par un problème de santé que j'ai eu un cancer, et j'en parle parce que j'ai écrit un livre sur les réjouissances et le chemin de la guérison et très important, et le tabou de ne pas parler de ce truc, parce qu'il faut pas, ça m'énerve, c'est comme beaucoup de tabous, ça m'a rappelé quelquefois le sida et tout ça. Bref, donc j'aime pas les tabous, donc ça a été interrompu Une vie par ce cancer. Donc évidemment, peut-être aussi, tu sais, quand on est... Envie d'aller même plus loin. Voilà, quand tu es soigné d'un cancer, ce qui est mon cas, et que tu te retrouves sur scène en tournée, après 2 années d'arrêt, ça tombait bien parce que ma chimio s'est faite pendant le Covid, mais tu vois, donc j'étais tranquille dans mon lit. De tes rêves. Oui, mais c'est ça exactement. Moi, il y a une chose qui m'interroge, et donc je parle à quelqu'un qui connaît très bien Maupassant, plus que moi. D'abord, il a été très prolifique, il a écrit pas mal, et c'est un des auteurs français qui a été le plus adapté au cinéma, à la télévision, c'est incroyable. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il est moderne, qu'il parle encore aujourd'hui, au point qu'on ait envie d'en faire ce que tu as fait? Parce que je pense qu'il incarne il dit des choses que nous n'osons pas forcément dire, que nous savons de nous-mêmes, mais que nous n'arrivons pas à formuler. Il a une façon de parler de notre âme très profondément. D'ailleurs, c'est ça qui est difficile, c'est pour ça que c'est difficile de l'adapter au cinéma, à l'image. Parce que quelquefois, tu as envie de faire parler quelqu'un dans une voix off, enfin, tu vois, du sentiment qu'il... Non, mais bon, moi, j'ai pas voulu utiliser de voix off, mais parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se disent et que Pierre... Enfin, bon, bref, mais... il a une façon, comme tu dis, d'aller au fond comme une petite aiguille, comme ça, une petite caméra. Et ça fait mal, ou ça chatouille, ou ça donne envie de bouger. C'est merveilleux. Mal, c'est comme l'amour. L'amour, ça fait mal, mais c'est génial. Les gens disent, moi j'aime pas la passion, qu'est-ce qu'on souffre? Bah oui, mais mon gars, il faut pas tomber amoureuse alors. Non, mais tu veux dire, pardon, mais la passion, l'amour pour moi, et c'est pour ça que j'aime Maupassant. C'est qu'il est très, il est exacerbé, il exagère. C'est toujours... Il y a une nouvelle qui s'appelle Mouche, qui est un truc merveilleux d'une fille. Enfin, je ne vais pas vous raconter. Il y a plein de nouvelles de Maupassant. Après aussi, Mouche, c'est l'histoire d'une fille qui est amoureuse de tout un tas d'hommes avec qui elle fait
finalement, c'est la maîtresse de tous, et puis c'est génial, puis un jour elle est enceinte, puis on ne sait pas quel pays. Il y a une espèce de... C'est Maupassant, il adorait les femmes. C'était un pantagruel, un ogre de vie, c'est aussi ça. Et puis il osait faire des choses et dire des choses sur les femmes et l'amour et l'adultère, qui sont fantastiques. Enfin, il y a des moments où tu as des monologues de femmes qui disent « Enfin, qu'est-ce que tu me racontes enfin, qu'est-ce que tu vas te marier et être amoureuse de ton mari? Marie-toi, qu'il soit bien, qu'il t'entretienne, qu'il ait de l'argent, et puis il y ait des amants. » Enfin, non, mais ça, c'est Maupassant. Mais il pense ça de la vie, il pense ça. Moi, je ne pense pas ça. Hein. Donc, il était moderne. mais oui, non, mais tu vois, c'est ça. Il est très libre, très... écoute, ce film, d'ailleurs, dans lequel il y a eu, qui a été joué par Romain Duris, Bel Ami, c'est un super personnage d'homme c'est horrible parce que tout le monde trompe tout le monde, mais enfin bon, tu vois, il y a beaucoup de moments où, moi je sais pas, on découvre quelquefois que tout le monde trompe tout le monde et. Est-ce que c'est plus facile j'ai encore deux questions. Hein. Je t'en prie. C'est PR. Est-ce que c'est plus facile de traiter Maupassant au théâtre, au cinéma? Et la deuxième question, quand on adapte, qu'on écrit, qu'on rentre dans les souliers d'un très grand auteur, est-ce qu'on a une petite gêne? Comment est-ce qu'on traite le respect de l'auteur? Moi, je me suis dit que pour une vie et pour Pierre et Jeanne, je pense que Maupassant, c'est quelqu'un qu'il faut s'approprier, il faut prendre. Moi, je me sens reliée à lui. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que je pense qu'il écrit des choses, mais il n'y a pas que moi. La preuve, c'est et le spectacle en tournée a été extrêmement bien accueilli, c'est incroyable. Mais toute génération. Et puis des enfants aussi, des jeunes étudiantes, 17, 18 ans, enfin, tu vois, qui étaient... cette connexion, elle est partagée, c'est clair. Mais il n'y aurait pas tant de films sinon s'il n'y avait exactement. Pas cette rencontre. Donc, redis-moi ce que tu veux. Donc, comment est-ce qu'on écrit quand on réécrit finalement? Alors, moi, je trouve que c'est important de s'approprier l'œuvre complètement. Et puis de se faire confiance dans l'inspiration sacrée que Maupassant nous donne. Parce qu'il est très inspirant. Donc ça, c'est positif. Est-ce qu'il y a des choses, par contre, où tu t'es dit, moi, ça, je ne peux pas le faire? Alors, oui. Oui, bien sûr, dans le film, on a quand même respecté un minimum une façon de parler, qui est une façon de parler de gens que moi j'ai croisés à Étretat ou en France, dans divers endroits, où tout le monde ne parle pas de la même façon. Il y a des gens qui ont un français, tu vois, choisi, même aujourd'hui, il y a des familles, c'est une famille un peu spéciale, la famille Roland, et puis qui est en dehors du temps. Tu vois, j'ai choisi qu'il n'y ait pas d'écran, mais en même temps, ils parlent d'euros, mais on est en 2000, tu vois, mais peut-être avant, voilà. Je voulais que ce soit intemporel. Parce que pour qu'on rentre plus dans l'âme de Maupassant. Mais, alors, s'interdire de ne pas trahir l'âme, en fait. Ouais. C'est ça, plutôt. Et puis, sinon, il y a des moments où Pierre, il dit « Putain, merde, je sais que Maupassant m'aurait dit « Oui, ça va. » Tu vois, quelquefois, j'ai l'impression qu'il me parle. Mais ça, c'est... et dans une vie, je me permets des petits moments de dialogue, de choses qu'il a écrites, qu'il n'a pas dialogué forcément lui, Maupassant, et je sais qu'il serait d'accord. Bon, il me dirait, tu exagères un peu là, mais bon, ça va. Mais bon, heureusement, de toute façon, c'est un homme, c'est un génie, cet homme. Un génie, il a eu, comme tu dis, c'est grand, c'est sacré. Alors voilà, il y a ça aussi. C'est vrai. Moi, j'aime quand c'est sacré. Pour moi, le sacré, c'est très important. Le sacré, c'est-à-dire que je parle du sacré. L'art, pour moi, c'est sacré. Un tableau, c'est sacré. La beauté. Tu vois, le film de Omar, c'est sacré. Parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui est... Et Maupassant, c'est sacré. Il y a une beauté là-dedans qui est liée à la douleur de la vie. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, et dans une vie, je me suis appropriée parce que j'ai mis le roman à la première personne. Jeanne, c'est moi, je parle et je parle aux gens.
comme si c'était un stand-up de 1900, tu vois. Je leur parle de... Comme si je te disais, ce soir-là, le thermomètre descendit encore et Julien, mon mari, en sortant de table, tout frissonnant, se frotte les mains, il me dit oui. Tu vois, là, je te fais un petit bout du spectacle. Ouais. Je veux que ce soit comme quelque chose de très contemporain. Et d'ailleurs, j'ai très envie... Bon, je te le dis comme ça, mais ça se travaille, ça me travaille la tête de faire un film de ça. Ouais. Et alors, pour revenir à ma première question... Je suis un peu poursuivi par Maupassant. Mais tant mieux. Il y a pire comme truc d'inspiration. Et puis, il n'est plus là pour t'embêter vraiment. Donc, il est bien présent. Il est très présent. Est-ce que c'est plus facile de rentrer de l'exprimer au théâtre? Oui. Ou plus difficile au cinéma parce qu'on est dans une modernité avec les gens qui ont des habitudes de consommer des images d'une certaine façon, des dialogues d'une certaine façon. Est-ce qu'il y a un truc plus difficile que l'autre à ton avis? Moi, je pense pas à ces trucs de consommation. Sinon, je pense pas. Je pense qu'il y a des films sur lesquels on s'arrête. Moi, j'ai vu des séries il n'y a pas longtemps. Et d'ailleurs, les séries, de plus en plus, je trouve, ça tarde. C'est de moins en moins. Moi, j'aime quand on a un vrai projet. Quand je vois I Know This Much Is True avec Mark Ruffalo qui fait deux frères, quand je vois Time, une série sur la BBC avec un acteur, on est là, on regarde. C'est comme si je te filmais là, c'est vachement intéressant. Quelqu'un, un visage, quelqu'un qui écoute, tu vois, enfin. Donc moi je pense pas à ce truc de non. Donc, et puis j'aime quand ça bouge, j'aime quand j'ai monté le film avec Clara Saunier qui est une fille monteuse géniale. Mais voilà, je suis pas inquiète si tu veux au théâtre, on va dire comme on est vivant, tu vois. Enfin, tu vois, au théâtre c'est immédiat, c'est direct, il y a la chair. Donc peut-être que c'est plus facile par le corps, tu vois ce que je veux dire, ce truc du théâtre, de l'art. On est en chair, on est là devant les gens. Donc, de façon vivante et vive, enfin, comment dire, dans l'instant, tu peux les embarquer, les choper, il faut les prendre. Avec un film, tu te rends moins compte. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est une projection. Mais moi, j'adorerais refaire un film inspiré d'un truc de Maupassant. J'adorerais. Il a écrit un livre qui s'appelle Fort comme la mort, qui est très cruel. Sur l'âge. Moi, j'adore parler de ça parce que c'est un tel tabou, encore un tabou. C'est comme le cancer, tu vois. Il ne faut pas parler d'âge, il faut toujours être très jeune. Il y a des trucs passionnants. Il a une cruauté, mais c'est beau parce que c'est... Moi, j'adore. Alors, je sais que la musique te touche beaucoup. Oui. Je voulais qu'on parle un petit peu de la musique dans le film. Parce que justement, là, tu as essayé de faire des choses qui étaient un peu intemporelles. Enfin, on sait que c'est aujourd'hui, mais il n'y a pas trop de signes trop marqués. Bon, la musique, forcément, on est dans le quotidien. Dans le quotidien. Enfin, si c'est du rock'n'roll, c'est du rock, c'est pas du... Enfin, ouais. Comment tu as abordé la musique pour accompagner le film? Je voulais que ce soit Gustave Reichert, qui est donc le frère de Balthazar Reichert, qui est un guitariste, jazzman, et qui compose, qui a fait un album qui est magnifique et qui est extrêmement sensible et qui adorait, surtout il adore Pierre et Jean, l'histoire. Quand je lui ai dit que j'allais faire ça, il m'a dit « Oh !» Et j'étais sûre qu'il fallait que ce soit lui qui fasse la musique. Alors oui, il y a de la musique dans mon film, il y en a beaucoup parfois, c'est un choix. Et je suis hyper sensible au son, au fait qu'il faut faire la Projo à 7, c'est le seul truc technique. Non mais tu vois, le son pour moi, j'ai adoré, c'est Thierry Lebon qui a fait le mixage, Samy Bardet qui a fait le montage son. Moi, le son pour moi c'est plus que l'image, l'importance. Donc Gustave, il a été... alors ce qui a été magique, c'est qu'il a écrit la musique, donc, qui est très symphonique. Et elle a été jouée chez Éric Debègue, qui nous a beaucoup aidés, que je remercie aussi beaucoup, comme Christophe Lemaire, toute la post-prod. Éric Debègue a un studio à Rochefort, une maison 10, c'est Crystal Records, et Gustave a été enregistré avec 4 instruments à cordes et des violoncelles, je crois.
et avec les violons aussi, je crois. Enfin, pardon, je sais plus parce que. Mais en tout cas, c'est des cordes. Et moi, je voulais des cordes. Je voulais que ça pleure. Je voulais que ce soit flamenco. Est-ce que tu sais, le flamenco, ça pleure aussi. C'est très romanesque. Maupassant est très flamenco en fait. Parce qu'il y a ce truc de exacerbé. C'est très. C'est oui. Tu vois. Et moi, je voulais ça. Il y a de la couleur, quoi. Je veux qu'on voit quelqu'un. Il y a une musique. Tu vois, la musique qu'on voit sur toi, qui gentiment m'écoute, ça ne va pas. Il faudrait qu'il y ait... Non mais tu vois, et le son, alors, après j'ai mis dedans un peu d'électro, parce que j'avais envie, quand il va en boîte, etc., quand il va dans ce bar, qu'il se laisse un peu, etc., mais c'est vrai que j'avais envie que... Pour moi, la musique dans un film... Moi, j'adore le cinéma coréen, le cinéma japonais, j'adore, tu vois, c'est très exacerbé. C'est pour ça que Taïwan, je me dis, waouh... Et la Corée aussi, il faudrait qu'ils voient. La Corée, il y a des nouvelles de Maupassant. Les Coréens, ils s'empareraient de ça, mais grave. Mais de toute façon, il n'y a pas de film sans musique, donc non. C'est normal qu'il y ait de la musique. Oui, mais moi, tu vois, je réponds à ce que tu as dit comme si c'était une surprise. Non, c'est normal. Mais c'est parce que j'ai un grand ami qui, c'est vachement bien, que je ne nommerai pas, que j'adore, qui est président avec Marie-France Brière du cinéma du Festival de film d'Angoulême. Et c'est vrai que j'ai un peu dosé après, mais il m'a dit il y a trop de musique. Non mais je dis ça et je l'adore, ce Dominique Messner que j'aime. Parce que tous les deux, ils ont sélectionné, et c'était génial qu'ils aient sélectionné le film à Angoulême. Mais voilà, j'ai juste... en fait, il a vu le film pas mixé. Quand tu mixes, après, il y a toutes ces petites... Mais la musique, pour moi, c'est... Parce que moi, ce que je trouve intéressant dans le film, c'est que la musique, elle est traitée comme des sentiments. Oui. Elle n'est pas là comme une illustration. Comme une chantilly pour augmenter les effets. Dans le film qu'on a vu hier, que j'ai adoré, Top Gun, c'était vachement bien. Mais alors tout est fait, et comment dire, même le bateau qui traverse, qui sillonne, et on voit qu'il y a un petit Force 3 poussif, et on voit, il est quand même penché, et on entend un bruit mais qui fait peur, les vagues, alors qu'elle est grande comme ça. Bon, ça c'est Jerry Bruckheimer. Donc moi j'adore c'est une amplification qui est au service de l'histoire. Mais la musique, là, chez toi, elle est au service des acteurs. Du cœur, c'est comme si on ouvrait. Merci. C'est pour moi, c'était important, comme si on ouvrait leur cœur, leur ventre, et qu'on voyait leur cœur, qu'on voyait leur... Donc ça, tu as pu travailler, je veux dire, en détail, comme tu travailles avec les acteurs, dire attends là, un peu moins, un peu ci, un peu ça, tendance un peu plus... Enfin, Gus, en fait, ça a été quand même magique, parce qu'il m'a envoyé des thèmes, le thème de Pierre, le thème de Jeanne, le thème de Louise, le personnage que je joue. Mais enfin, c'était comme si ça fitait. C'est un métier incroyable, ces gens-là. C'est extraordinaire. Alors je lui dis, oh là là, mais voilà, ça. Quelquefois, il me faisait des maquettes que j'aimais, que je ne voulais pas qu'ils bougent, avec des sons un peu... et surtout, à un moment donné, dans le moment où la chose arrive, le mensonge est découvert, il y a une espèce de fréquence comme ça. Parce que moi, j'adore les fréquences aussi, j'adore... Non, ça a été génial de travailler avec lui. Je faisais des essais, tu sais. Parce qu'en plus, comme on a tous eu le Covid pendant le tournage, Mathieu Rubin, mon producteur, était génial parce que j'avais peur que le film s'arrête. En fait, on s'est arrêté quand même 10 jours et on continuait. Donc pendant ce tournage, j'avais le temps au début, parce qu'après j'étais complètement... Mais j'avais le temps d'écouter et de voir comment ça... Et j'envoyais des morceaux à Gustave. Et lui prenait des séquences. Et alors je sais qu'il y a des... Je dis ça parce qu'on est fans, nous, de Interstellar. Merci, Nolan. Fatigué. Et je sais que Gus a mis des images d'Interstellar. C'est marrant parce que ça n'a rien à voir, mais... Interstellar, c'est un film que moi j'adore. On a vu ensemble plein de fois avec très émouvant. Ma famille. La musique est fantastique. Et alors, il mettait des images, et tu vois, et parce que j'avais pas encore les miennes. Puis après, il les mettait sur les miennes, mais ça matchait, mais parce que c'est du sentiment. Moi, je me dis, parce que Gustave Reichert, c'est quelqu'un qui a un immense talent
pour décrire avec la musique un sentiment. Et cette délicatesse, cette sensibilité, cette hypersensibilité. Et donc, comme Balthazar d'ailleurs, son frère, qui est mon cadreur dans le film, qui savait ce que je voulais et Mais voilà, donc voilà. Est-ce que dans ton choix, qui était quand même un choix guidé par ta passion pour Maupassant, dans ton choix de mettre en scène, tu as eu des références, j'aimerais bien faire, je dis n'importe quoi, comme Sofia Coppola. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont donné envie, après avoir vu, de passer à la réalisation? Oui, il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup. J'ai des influences plus anciennes que Sofia Coppola. Je dirais, comme plein de gens, je suis très influencée par... j'aime quand ça bouge, par Cassavetes, évidemment. Mais tu vois, je pense que je suis influencée sans le savoir par tous les films que j'ai vus. Enfin, oui. Tu vois ce que je veux dire? Ou des séries maintenant, parce qu'il y a des séries qui ne sont pas des séries, qui sont un film qu'on découpe en I Know This Much Is True. Pardon de reparler de ça, c'est dément cette série. Time, pareil, il y en a d'autres d'ailleurs. Tu sens un projet, une vision. Alors, Coppola, alors Dracula, pour moi, c'est Dracula, c'est... Mais c'est tellement romantique. Enfin, alors ça aurait pu être écrit par Maupassant. Je veux dire, Dracula, si tu veux, c'est de Coppola. Hein, Oui, je suis influencé par ça. John Woo aussi. John Woo, Volte-face. Volte-face avec Nicolas Cage et que je conseille à Mathis qui est en face de moi. Et John Travolta, tu as vu ça? Tu vois, énorme. Ça c'est... J'adore parce que John Woo, c'est lui qui m'a... C'est avec lui que j'ai découvert cette espèce de là, tu sais, de moment où ça ralentit, et le son, le travail sur le son, et puis on revoit un moment. Ça, j'adore. Tu vois, ça, si je m'étais écouté plus, mais je le ferai dans le prochain film, j'aurais plus usé de ça. Ça, pour Maupassant, c'est super intéressant. De revenir dans un truc, tu sais, Mais... Parce que, aujourd'hui, on parle d'anxiogène. Ce mot me sort par les yeux. Je veux dire, le drame fait partie de... Mais il faut qu'il soit exprimé de façon excitante, comme le cinéma coréen, le cinéma japonais. Quand tu vois des films de Takeshi Kitano, il y a énormément de drame et de douleur, mais c'est sensuel, c'est beau. Il y a une poésie de l'horreur, de l'horreur, du gore, enfin du dark, il y a de la poésie. Moi, c'est la poésie aussi. J'ai parlé du sacré, mais la poésie chez Maupassant, c'est... Alors, je vais me permettre une petite digression. Mais je t'en prie. Ça s'écrit comme ça, oui. Tu parlais donc de sacré. Et il y a quelques années, je m'étais occupé du Festival Sacré de la Beauté, où des artistes venaient travailler sur qu'est-ce que c'est que la beauté, comment on peut exprimer la beauté, comment il faut même travailler selon les différentes modes d'expression artistique. Et voilà. Et à cette occasion-là, on avait fait venir l'envoyé, le directeur, le DIRCOM, le numéro 2 du Vatican, ce qui est assez hallucinant. Il n'y avait jamais personne de Vatican qui était venu au Festival de Cannes. On fait venir Monseigneur Dario Vigano pour parler dans une conférence que j'avais organisée, dont le thème c'était est-ce que les films ont un rôle, quel type de films, quels sont les films qui servent, qui font grandir, etc. Moi j'avais été frappé par le travail autour du film de Philadelphia, sur ce qu'un film pouvait faire. Voilà. Et donc à cette occasion-là, je dis Monseigneur Dario, il est proche du pape, on va lui demander comme d'apporter de venir à Cannes avec un message pour la communauté. Il y a des films qui m'ont choqué, il y a des films qui m'ont heurté en disant il y a des films qu'il ne faudrait pas faire, c'est mon point de vue, pas obligé de le partager amplement. Bref, et donc le texte qu'a apporté le pape, c'est on peut montrer l'horreur, comme tous ces films qui viennent d'Asie. Le mal existe dans le monde, il a toujours existé, il y a le mal, il y a le bien, et on ne va pas changer ça pour l'instant. Par contre, ce qui est important quand on montre le mal, c'est de donner de l'espoir. Laisser le mal prendre la place dans notre monde et pas avoir d'autres solutions, ça donne des poutines, ça donne des choses qui sont pas très... il faut de l'espoir. Mais en soi, c'est vrai que
le mal, quand il est traité par des grands auteurs comme ça, c'est graphique, c'est pas mal, mais moi, à mon sens, il faut aussi aller un tout petit peu plus loin. Il faut le sacraliser, il faut le transcender. Parce que le mal, moi je sais que Balthazar Escher, dans son prochain film, ce qui est intéressant aussi, c'est la mort. Tu comprends, tout ça, c'est passionnant à approcher. C'est des questions et puis c'est des façons de... Maupassant n'a absolument pas peur de la mort. Il parle de la mort comme... La tombe, c'est l'histoire d'un mec, d'un homme, qui est amoureux, fou d'une femme, et qui veut la voir une dernière fois alors qu'elle est enterrée. Il va la déterrer. Tu vois? Ah oui, oui. Et c'est Lambert qui a fait ça, et il passe devant un tribunal et il raconte. Ouais. Et quand on l'entend, on se dit, oui, on comprend. Enfin, on comprend, parce que bon, c'est Maupassant. Hein. Mais quand je parle des films coréens, par exemple, The Host, un film génial. C'est un film, parce qu'il y a de la poésie, il y a de l'humour aussi, puis il y a ces trucs de vision, c'est très romanesque. Moi, j'adore. Et là, j'ai envie, parce que là, on approche, je crois, de la fin de la capacité de la caméra. Et même si c'est passionnant. Je voulais te parler de l'Aurore de Murnau. Ça, il faut que tu notes, Mathis. Oh oui. L'Aurore de Murnau. Ça, c'est formidable. L'Aurore de Murnau, c'est un très vieux film en noir et blanc qui est magnifique, avec une musique, mon Dieu. Et une couleur, et puis un travail noir et blanc extraordinaire. Et tu sais, c'est muet. Donc c'est que de la musique. Et M aussi, c'est lui ça. Comment M le maudit, c'était lui. Ah ouais. Donc, ce que j'avais envie de savoir, si on s'était parlé, puisqu'on a parlé de Philadelphia, du sida, du combat qu'il fallait à l'époque faire pour que les gens qui avaient cette maladie ne soient pas perçus comme des morts vivants ou comme des pestiférés, qui avaient la peste, etc. Alors, le geste extraordinaire que tu avais eu pendant la journée du SIDAction, comment est-ce que ça a changé? Comment on t'en a reparlé après? Oui, je pense que oui, ça a changé. D'abord, ça a servi, c'est clair. Mais pour toi, est-ce que ça... D'abord, moi, quand on me parle de ce baiser, j'ai toujours envie de parler de Patrice Janniot, de l'homme qui a accepté de me le donner, déjà, parce que quand on s'embrasse, on n'est pas tout seul, quoi. Je veux dire, Donc, Patrice, il vit toujours. Il est absolument incroyable. Je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un avec qui je suis lié profondément, même si on se voit très rarement. Et il déteste le show business, il veut pas être... il a une vie très simple, il aide beaucoup de gens, il est très altruiste. Et donc j'ai rencontré une belle personne en fait, grâce à ce baiser. Pour moi, c'est pas du tout un geste, un acte extraordinaire, c'est la moindre des choses. Et je n'ai pas compris, et d'ailleurs j'ai pas compris que tout le monde ne le fasse pas. Je croyais qu'on allait tous s'embrasser, se prendre la main, se toucher, se tenir, être solidaires et se le montrer physiquement. Bon. Et comme je voyais que le temps passait et que personne ne s'embrassait, je me suis dit, je vais le faire, donc je l'ai fait. C'est tout. Mais oui, ça a changé ma vie dans le sens où, d'abord au début, je sais qu'il y a des gens il y a eu toujours des mauvaises langues pour dire, elle fait ça, pour faire ça, puis il fait des trucs ignobles. Mais qu'on ne me dit pas à moi, mais que j'entends dire, tu sais, il paraît qu'il y a des gens qui... Bon, de toute façon, il y a toujours des gens pour dire du mal de tout, donc on s'en fout. Il faut laisser l'eau glisser sur la toile cirée. Et puis sinon, oui, ça a changé ma vie dans le sens où... Enfin, ça a changé ma vie. Ça n'a pas changé moi, mon point de vue. Ouais. Mais j'ai vu à quel point j'étais décalée. Le regard des autres. C'était le début d'un décalage. C'est-à-dire, moi, je pense que... Tu as l'impression quelquefois que tout le monde... tu vois, je pensais que tout le monde allait le faire. Non. Tu te sens décalé. Un peu. Tu as une espèce d'idéal. Non, mais tu vois... Il y a un moment où c'est bien, d'être décalé quand même. Oui, mais alors... quand on est dans ce métier tu réalises, de création... Et je me rends compte que je suis toujours encore décalée par rapport à mon... Mais tu vois, quand je te dis que je suis ici, j'ai l'impression de ne pas faire partie de ce métier, que les gens... Quand des gens me... Tu vois, hier, les gens, je signais des autographes avec un garde... Si tu veux, c'était chouette parce que il y a une chaleur du public, il y a une fidélité, une intelligence. Tu vois, les gens, ils savent quand tu es sincère, je veux dire, tu vois. Et ça, voilà. Et ça, c'est donc, ça a changé dans le sens où ça a démarré quelque chose. Je me suis dit, tiens, alors, si je suis décalée... Un jour, il y a une fille, alors, pour terminer, une fille à la gare de Lyon,
qui me dit, je lui demande un petit café le matin, elle me dit, bah alors, vous embrassez plus? Elle me dit, je te jure. Je dis, comment ça, j'embrasse plus? Mais, bah oui, alors, mais vous embrassez plus? Pourquoi vous... Je dis, mais vous parlez du... Mais oui, enfin, c'est génial. Mais si vous le faites pas, personne ne le fait. C'est un truc, c'est complètement dingue. Ouais. Elle me dit, bah, il faut le faire parce que... Alors du coup, je me suis dit, putain, il faut qu'on fasse un truc. Donc on a fait un clip qui n'est jamais passé sur la télévision parce que profondément, on va dire que la maladie à la télévision, c'est anxiogène un peu. Non, pardon, la télévision, mais il faut là-dessus, il faut s'ouvrir. Il ne faut pas s'ouvrir que sur les femmes. Il faut s'ouvrir sur la différence physique, comme on dit, le handicap. Alors que le handicap, c'est pas un handicap, c'est une différence. Si ça se trouve, c'est nous qui sommes handicapés quand on marche et qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. En fait, tu vois, bon. Donc il y a plein d'ouvertures à la télévision qui doivent se faire. Quand tu vois une série Time sur le BBC, je veux dire, en France, on ne fait pas de séries qui se passent vraiment dans les prisons, des vraies séries. Il faut. C'est passionnant. Parce que c'est un monde. Il y a des gens là-dedans, des êtres. Enfin bon, voilà. Bon, tout ça pour dire que il y a tellement de choses à faire, tu te dis, ah tiens, alors allons-y, quoi. Du coup, c'est ça que ça a changé dans ma vie. C'est que petit à petit, je me suis dit, pas tout de suite, mais avec le temps, je me suis dit, donc il y a vraiment des sujets qu'il faut aborder, quoi, tu vois, parce que, et même aujourd'hui, il y a encore des gens qui pensent que le sida, ça se chope par le... Parce que tu as ouvert une porte. Tant mieux. Et elle t'est associée, donc tu as fait un geste que les gens comprennent maintenant, qui leur a fait peur. Non, je me souviens d'une scène, quand tu as dit ça, ça m'a fait des frissons. Cette scène dans le film Philadelphia où il serre la main à Tom Hanks et il regarde sa main et mon Dieu, waouh. Et donc quand on pense à ça, où on est arrivé aujourd'hui, donc il faut des gens comme toi qui ouvrent la porte, qui ouvrent... moi j'aime bien ouvrir les portes. Voilà, et moi je me dis même que tu peux continuer. Hein. Enfin, s'il y a des choses. Oui, je l'ai fait avec le cancer. J'ai eu la chance d'en avoir un, si je puis dire. Et d'en guérir. Non, mais c'est une expérience. Oui. Quand tu t'en sors, c'est une expérience absolument incroyable. Quand tu t'en sors. Et moi je salue toutes celles et ceux qui en ont et de leur dire que j'ai écrit ce bouquin contre ces tabous parce que je pense que c'est important de parler de ça. Parce que le fait de ne pas en parler, ça n'aide absolument pas ceux qui en sont atteints. Et je serais heureuse de faire une série qui va parler du cancer, enfin de l'ascension de 6 femmes. C'est sur TF1 que je fais ça cet été. Ça s'appelle 6 femmes au sommet. Là, je peux en parler officiellement. Parce que mon agent chéri Laurent Grégoire m'a dit que c'était officiel. C'est 6 femmes qui font l'ascension d'une montagne pour aller déposer une urne d'une de copines qui est morte. Elles ont toutes le cancer. Et si tu veux, c'est dépasser l'épreuve par l'effort, par le dépassement de soi, quoi, la transcendance du truc. Et c'est fantastique. Et du coup, ça me plaît énormément. Mais c'est toi, c'est ton parcours en fait. Hein. C'est une continuation de ce que tu as commencé, ce que tu as vécu malheureusement dans ta Oui, puis le tabou, tu vois, je déteste ça. Je déteste quand on dit, ah mais non. Enfin, une chose existe, on peut en parler. Enfin, je veux dire, une maladie, on a le droit. Tu peux pas dire à un dîner. Au début, moi, ça m'énerve. Maintenant, je peux le dire. C'est pour ça que je me réjouis de pouvoir dire ça. Mais quand tu es à un dîner avec des gens, ils disent comment ça va, tu peux pas dire, j'ai eu un cancer, une chimio, mais ça fait 1 an, mais là, ça va bien. Vraiment. On ne peut pas dire ça. C'est comme le chômage. Hein. Le chômage à un certain âge, oh là là. Oh. Bon. Non, mais les gens, tu vois, vous prenez un peu de fromage. Non, ça, c'est pas acceptable. Moi, je trouve que c'est pas acceptable. Bon, écoute, je crois qu'on a eu beaucoup de chance de pouvoir aborder tous ces sujets. Merci à toi. J'ai l'impression qu'on te connaît beaucoup mieux, qu'on comprend à la fois ta passion de Maupassant et qu'elle nous donne envie d'en lire un peu plus. Il faut trouver le temps. Hein. Mais le plus simple, c'est de commencer par voir le film. Donc, Pierre et Jeanne. Dont je rappelle le film. Et j'aimerais que tu cites aussi le titre de ton livre. Alors mon livre s'appelle Les mots défendus, voilà, et c'est sur la force de la guérison, du pouvoir de la guérison et de l'imaginaire sur des épreuves comme la maladie, comme le cancer. Voilà, donc Pierre et Jeanne, le premier film de Clémentine Célarié, bientôt dans toutes les salles. Yeah, soon. Very soon, coming soon. Yeah, coming soon. Great theater. Merci Bruno, merci Bruno et merci Mathieu. Merci à toute l'équipe. Merci Cal.